Le réel enfonce la porte. Et on revient en France avec une actualité un peu plus légère dans l'addiction sur la baignade dans la Seine qui avait été présentée comme un symbole écologique et olympique. Oui, alors magnifique, magnifique. Écoutez, voilà, on vous a donné jusqu'à présent des nouvelles terribles, vraiment difficiles, etc., etc. Mais non, mais ça va très, 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 très bien en ce moment, vous savez. C'est très bien pourquoi ? Parce que je vais vous dire, vous, Français, que vous soyez à Paris ou ailleurs, on peut se baigner dans la Seine. Oui, on peut se baigner dans la Seine. Elle l'a redit récemment, Anne Hidalgo, entre deux voyages, en Cochinchine, à Tahiti, au Brésil ou ailleurs. Écoutez, Anne Hidalgo a inauguré il y a quelques mois. C'était 30 avril 2024, juste, voilà, pardon. oui, c'est vrai. Il y a avant un an, les un an et infos, demi. justement, c'est l'héritage qu'elle nous laisse. Je laisse pardon. Voilà, et elle a un très bon héritage. Et voici ce qu'elle disait à l'occasion de l'inauguration de la piscine Georges Valeret, le 30 avril 2023, je crois. Non, 24. Avant les Jeux Olympiques. 24, voilà. Alors, écoutez ce qu'elle disait. Alors je sais, il y a encore plein de gens sceptiques. Vous savez, les gens qui font gna 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 toute la journée. Alors les gna 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 et les gna gna gna, je leur dis que en fait, oui, on va nager dans la Seine parce qu'on a fait le nécessaire pour que la Seine puisse être baignable et que ça va être vraiment un héritage exceptionnel. Exceptionnel, Anne Hidalgo, mais je vais me précipiter dès demain, je vais aller me baigner dans la Seine. Oh, je ne sais pas comment, mais je vais me baigner. Sauf que je vais vous dire, il y a eu un gna-gna terrible. Vous savez qui est le plus gna-gna-gna en ce moment ? C'est la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France. Gna-gna-gna, gna-gna-gna. Elle vient de revisiter la facture de la baignade dans la Seine. Gna-gna-gna, gna-gna-gna. Et vous savez ce qu'elle dit, la Cour des comptes d'Île-de-France ? Elle dit que loin des 300 millions annoncés par la ville, les magistrats évaluent le coût réel autour de 400 millions, dissimulés dans une mosaïque du budget éclaté. C'est-à-dire la Cour des comptes dit 100 millions de plus. Regardez, alors c'est bien, remarquez, on ne va pas se noyer, puisqu'il y a des pneus. Il pointe une présentation confuse, l'absence de pilotage global, des dépenses sous-estimées, allant jusqu'à chiffrer la baignade à près de 30 € par usager. Eh oui, 30 € pour se baigner dans la Seine, mais c'est rien, vous imaginez ? La Seine, il faut 30 € pour se baigner, c'est pas beau. Soit 3 fois le prix d'une entrée de piscine. Vous voyez, vous allez en piscine municipale, vous payez 10 €, et bien là, ce sera 30 €. C'est pas beau la démocratie, c'est pas beau le vrai socialisme, voilà une réalité budgétaire reconstituée, faute de grille unique, évidemment, on parle dans tous les sens, et voilà. Eh bien, comme Mammouth, Hidalgo écrase les prix. Ah non, c'est pas vrai. Berkoff sur le vif. Le réel enfonce la porte. Depuis quelque temps, une histoire venue d'un petit village français relance un débat que beaucoup pensaient réglé et qui touche au cœur même de ce qui fait la vie de la campagne. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez ? Franchement, il y a des problèmes. Vous savez, on comprend qui n'a pas envie d'air pur, de campagne, de fraîcheur, de verre. Si on est un bon bobo, un bon écolo, comme on aime, et on l'est tous, bien sûr. Eh bien, Tatiana et Pierre, se sont allés à un petit village merveilleux, retrouver la France profonde et tout. Mais malheureusement, il l'avait vu, il y a une église dans ce village. Et oui, il n'y a pas un village de France sans église, c'est comme ça. Et alors, l'église a des cloches. Et les cloches, horreur, horresco référence, ça sonne. Écoutez le martyre de Tatiana et de Pierre. C'était dans l'après-midi. Ça commençait à sonner dans tous les sens. Donc au début, je me dis, il y a quelqu'un qui est mort. Et donc j'appelais tout de suite la mairie. Qu'est-ce qui se passe ? Et ils m'ont dit, oui, à partir de demain, les cloches vont sonner dès 7 h du matin jusqu'à le soir. C'est normal. Il a prévenu personne, même certains membres du conseil municipal à qui on en a parlé n'étaient pas au courant. Pas le choix. Tatiana et Pierre vont devoir vivre avec les cloches qui sonneront désormais toutes les heures. Voilà, donc là, il faudra que je parte. Excuse-moi. Il est midi, 12 coups. L'un des moments les plus longs de la journée pour Tatiana, qui préfère se réfugier à l'intérieur.
Ah, c'est terrible, vraiment, là, c'est des martyrs. L'Ukraine à côté, c'est rien. Gaza à côté, c'est rien. Le martyr. Mais dites-moi, chers amis, Tatiana et Pierre, quand vous êtes arrivés dans ce village, l'église existait, hein? Je pense qu'elle n'est pas arrivée avec vous, elle vient pas d'être construite il y a quelques mois. Non, ah oui, mais les cloches, mais pourquoi? Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire, les cloches sonnent toutes les heures? Ah, mais c'est terrible, on n'en peut plus, voilà. Et il y a un certain nombre de maires qui ont fait quelque chose de formidable, je trouve ça absolument magnifique. Et je le recommande, regardez-le, voilà, c'est Attention village français. Alors voilà, quand on va dans un village français, vous pénétrez à vos risques et périls. Ici, nous avons des clochers qui sonnent régulièrement. Des coqs qui chantent très tôt. Des troupeaux qui vivent à proximité. Certains ont même des cloches autour du cou, vous imaginez? Des agriculteurs qui travaillent pour vous donner à manger. Ben, c'est incroyable. Eh bien, si vous ne supportez pas ça, disent un certain nombre de maires, d'ailleurs, qui sont au Salon des maires aujourd'hui, eh bien, si vous ne supportez pas ça, vous n'êtes pas au bon endroit. Sinon, ajoute-t-il, nous avons de bons produits de terroir, des artisans talentueux heureux de vous faire découvrir leur savoir-faire et leur production. Et oui, voilà, c'est ça la France des profondeurs, c'est ça la France, c'est ça la France que nous aimons. Et excusez-moi si vous portez pas le bruit et le chant des crayons et les coqs et tout ça. Mais restez ici, restez en ville, vous avez tas d'avantages. Vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre et le sourire de la crémière et la bénédiction du crémier. D'accord? Merci. Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Il y a 5 jours, certains médias ont publié un article inattendu sur Hitler. Ah oui, alors formidable. Vous savez, c'est paru le 13 novembre, et vous avez vu l'actualité qu'il y a et tout. Et alors, c'est juste, je dis ça, alors il faut regarder Le Parisien avec AFP, l'agence France-Presse, qui, comme vous le savez, a des subventions de partout, et très bien, l'agence France-Presse, l'agence la plus intéressante, hein, l'agence internationale, connue dans le monde entier, référence, et puis Le Parisien, grand journal. Eh bien, le 13 novembre, le jour, effectivement, du Bataclan, du Stade de France, hein, il y a 10 ans. Ils publient ceci, mais oui, mais il fallait un tout petit peu changer l'atmosphère, on comprend. Et ils ont posé la question du moment. La question, et je vous assure que depuis, nous sommes tous en train d'enquêter ici. Roxane, Alexandre, tous sont en train d'enquêter sur cette question fondamentale. Hitler avait-il un micro-pénis ? Oui, c'est la manchette du Parisien. C'est ce que laissent entendre des chercheurs britanniques dans un documentaire. Voilà, très important, Hitler avait-il un micro-pénis? Avait-il un petit organe? Avait-il une toute petite? Eh ben écoutez, voilà, l'enquête est lancée, nous-mêmes, nous avons lancé nos meilleurs limiers, l'AFP aussi, le Parisien aussi. C'est pas beau la priorité de l'information, c'est pas beau la priorité des urgences. Oui, c'est beau, et nous félicitons l'AFP et le Parisien pour cette enquête qui, je suis sûr, va nous révéler des choses extraordinaires. Just a little bit, ça va être très intéressant.
Berkoff sur le vif. Le réel enfonce la porte. Ici, le réel enfonce la porte, André, mais si l'amour dépassait désormais les frontières du réel? Alors écoutez, l'amour dépasse le frontière du réel. Quoi dépasse? L'amour est parti, l'amour est magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien écoutez, on va vous faire assister à une cérémonie de Mademoiselle Cano avec une intelligence artificielle. C'est-à-dire, grâce à l'intelligence artificielle, Mademoiselle Cano a rencontré l'amour. Oui, qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses? C'est l'amour. Eh bien, Mademoiselle Cano, grâce à une X open source Intel, publiée le 12/11 durant l'été 2025, regardez Mademoiselle Cano et son amant, l'amour de sa vie. Et regardez. Klaus seems to be right in front of me. Ogasawara has prepared AR glasses. Voilà, elle a mis des lunettes de la réalité virtuelle et Klaus est au fond. Klaus est là, oui, enfin, elle le touchera jamais. Il est là, mais c'est magnifique, regardez, un amour sans problème. Pas de divorce, pas d'histoire, pas de tromperie, pas d'adultère, rien. L'amour merveilleux, l'amour virtuel. Et qu'est-ce que vous avez besoin du réel puisqu'il y a l'amour virtuel? Eh ben, Mademoiselle Cano, on souhaite qu'elle ait les canaux les plus ouverts pour elle et pour Klaus, qu'on ne connaîtra jamais. Mais ça ne s'arrête pas là. À Riyad, alors à Riyad, bien avant, vous savez, à Riyad, en Arabie Saoudite, eh bien, il y a eu un congrès du Future Investment Initiative à Riyad consacré aux nouvelles technologies. C'était en 2017. Vous voyez, tout ça n'est pas nouveau. Eh bien, voilà, la première citoyenne virtuelle est en Arabie Saoudite. Oui, regardez. And we just learned, Sophia, I hope you're listening to me, that you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. Sophia. Oh, I would thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship. On fait pas la squatteuse. Voilà, fabuleux, citizenship magnifique. Regardez, Sophia remercie, Sophia évidemment totalement virtuelle, le robot. Et c'est très intéressant ce qui se passe, je vous assure, parce que vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ça vous concerne parce que demain, la plupart des travaux seront faits comme ça, la plupart des millions d'emplois vont disparaître, comment ils vont être remplacés, c'est une autre question. Voilà, Sophia, elle est citoyenne de l'Arabie Saoudite et elle remercie, vous voyez. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite n'aura plus besoin du tout d'amener des travailleurs immigrés. Mais non, regardez, la plupart d'un certain nombre d'emplois vont être tenus par des robots. Ça y est, c'est parti. Personne n'en parle ou très peu en parle, mais c'est formidable. Sophia en Arabie Saoudite, voilà, elle porte pas le voile, c'est fini, elle est émancipée, etc. Mais elle va travailler au développement du pays. Et vous croyez que ça va s'arrêter en Arabie Saoudite? Pas du tout. En France, en Chine déjà, on sait très bien que c'est avancé ailleurs. Et oui, c'est parti la robotisation du monde, voyez. D'un côté, avec l'amour, ce sera l'homme artificiel ou la femme artificielle ou l'amant artificiel, mais tout ira bien puisque vous n'aurez ni danger de maladie, ni danger de contamination, ni divorce, ni mésentente conjugale, ni rien. Et de l'autre côté, eh ben, écoutez, tous les travaux qui sont des travaux plus ou moins automatiques et autres, ne parlons même plus du travail à la chaîne, ça c'est fini, eh bien ce sera fait comme ça. Donc, c'est magnifique. Juste avant de parler de l'Algérie, de Boualem Sansal avec Xavier Driancourt, eh bien, nous allons... Oui, j'ai entendu un halo, mais c'est un halo virtuel. Non, c'est l'intelligence artificielle encore. Voilà, je voulais passer Marie-Claude. Peut-être on peut le passer, Marie-Claude. Oui, juste. C'est important quand même. Et vous allez voir Xavier Driancourt, voilà, ça se passe en France. Ça se passe en France en 2025. Je voudrais rappeler ça, parce qu'on a beaucoup parlé de l'étranger. On a parlé effectivement de l'Ukraine, des rafales de Orban, de la Russie, etc. Et voici ce qui se passe ici, avec Marie-Claude, qui a 73 ans. Et ça se passe effectivement à Nantes, je crois, c'est bien ça. Tout à fait, à Nantes, oui. À Nantes.
Eh bien, écoutez, voilà, elle a 73 ans. Elle est nantaise et le 24 octobre 2025, elle avait entamé une grève de la faim pour tenter de récupérer sa maison squattée. Donc sa maison, elle est propriétaire de sa maison, un squatteur est rentré, elle est squattée. Depuis le 24 octobre 2025, ça veut dire ça fait 1 mois et demi, sinon plus. Eh bien, voici ce que dit Marie-Claude sur RMC le 30 octobre. Écoutez. J'ai plus confiance dans rien, plus dans la justice, plus dans la police. Que la justice soit pour ces gens-là, je ne comprends pas qu'on ne puisse rien faire contre ça. Il m'a dit qu'il voulait pas que je rentre, puis c'est tout, quoi, hein, et qu'il était chez lui. Il a siliconé les autres serrures. Il a gardé que celle par laquelle il a accès à la maison. Voilà, il a siliconé les autres serrures. Elle a 73 ans. Elle a fait une grève de la faim. Elle s'effondre, cœur affaibli, malaise répété, nécessité de réalimenter. Le squatteur occupe toujours le logement à la date où je vous parle. La mairie de Naction, je rappelle, la mairie de Nantes, c'est Johanna Roland. Eh bien, un adjoint est venu, mais sans débloquer la situation. On est aujourd'hui, en France, en 2025, où on donne des milliards à ceci, à cela, etc., où on donne tout, et Marie-Claude, 73 ans, elle est en grève de la faim parce qu'elle ne peut pas rentrer chez elle, parce qu'elle est occupée par un squat. Mais que tous ces gens qui nous gouvernent, mais dehors, mais qu'ils aillent manger dehors, qu'ils aillent bouffer dehors, et qu'ils aillent boire dehors, et qu'ils aillent dormir dehors. C'est inadmissible, c'est lamentable. Mais franchement, quand j'entends ça, quand je vois ça, mais c'est possible ça? Mais ça veut dire quoi ça? Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, vous êtes contents, vous? Vous voyez, oui, nous on est bien, nous on est privilégiés, moi aussi je suis un privilégié. Mais je laisse faire ça, si je suis responsable? C'est quoi ça? Et il vous parle, oui, nous avons fait un accord merveilleux sur 100 rafales, merveilleux. Et puis vous allez payer les enfants, hein, parce que vous allez payer. Mais dites-moi Marie-Claude, elle va être obligée de faire quoi? De faire les restos du cœur et un téléthon? C'est quoi? On est en France et ça se passe comme ça pour une femme de 73 ans. Franchement, des fois, il y a des coups de pied occultes qui se perdent grave. Je peux vous poser une question? J'ai 1 million de questions à te poser. À mon tour, j'ai une question. Mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. Alors, je pose la question, monsieur le président, je pose la question, messieurs les jurés, je pose la question à tout le monde. Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Je sais que tu n'aimes pas les questions, l'Indien. Question à tout, André Berkoff. Ça te fatigue pas toujours de poser des questions tout le temps? Alors, voilà, Boualem Sansal, ça fait quelques jours qu'il est sorti. Effectivement, de prison, on en a parlé, ici et ailleurs, évidemment. Il est sorti d'Algérie. Il est aujourd'hui dans un hôpital militaire à Berlin. Et il a été, il faut le dire, gracié et libéré ce mardi 12 novembre par le président algérien, grâce à la demande de son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier. Voilà. Et Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, va bientôt se rendre à Alger. Donc, on dit, soigné dans un hôpital militaire de la capitale allemande depuis mercredi soir, l'écrivain franco-algérien qui devait initialement être transféré dès ce vendredi ou ce samedi à Paris, c'est-à-dire là, dans 2 jours, il va encore rester quelques jours au moins en Allemagne. Alors, la question qu'on se demande, cette restriction, elle fait partie des conditions forées ou pas? Forées, on dit bien au conditionnel, il ne faut pas affirmer des choses dont on n'a pas la preuve. Conditions posées par Alger lors de sa libération, voilà. Et il serait interdit de se rendre en France pour le moment, mais encore une fois, au conditionnel. Alors on a attendu, on a dit oui, mais alors voilà, ce sont les Allemands qui ont fait, c'est une claque à la France. D'autres disent pas du tout, c'est un accord franco-allemand qui a été fait. Et je dois dire que, alors on a entendu à Toulouse Emmanuel Macron. Voici ce qu'a dit Emmanuel Macron il y a quelques jours, au moment de la libération de Boualem Sansal. Écoutez. Nous avons travaillé en transparence avec nos amis allemands comme tiers de confiance et je remercie sincèrement le président Steinmeier de s'être rendu disponible. Notre souci a toujours été d'être efficace pour permettre la libération de M. Sansal un peu plus d'1 an après son emprisonnement en Algérie. Et la médiation allemande y a contribué de manière décisive. C'est le fruit d'efforts constants de la France et d'une méthode faite de respect, de calme et d'exigence. Je prends acte de ce geste d'humanité du président Tebboune et l'en remercie.
Alors, geste d'humanité du président Tebboune, oui, écoutez, on va en parler. Et corroboré d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, quand il lui a demandé de préciser le rôle de l'Allemagne dans cette libération de l'écrivain. L'Allemagne a joué un rôle important, le rôle d'un tiers de confiance. C'était important compte tenu de la dégradation de ce qu'étaient les relations entre la France et l'Algérie, du niveau que cela avait atteint. Donc il était important évidemment qu'on ait ce tiers de confiance qui a joué un rôle important, mais au même titre évidemment que le président de la République Emmanuel Macron. Voilà, au même titre que... Alors, élément de langage intéressant, mais peut-être vrai, je ne dis pas, un tiers de confiance. Avant de donner la parole à Xavier Drancourt, je voudrais saluer Arnaud Benedetti. On a eu des petits problèmes de son, mais vous êtes avec nous, Arnaud ? Oui, je vous entends très bien. Ah ben parfait, nous aussi on vous entend bien et c'est très bien. Alors je rappelle qu'Arnaud Benedetti avec quelques autres dont Noël Lenoir, vous avez fondé dès qu'on a su l'emprisonnement de Boualem Sansal à Alger, vous avez fondé le comité de soutien à Boualem Sansal et vous avez beaucoup œuvré effectivement et vous avez contribué à tenir très fortement médiatiquement l'attention sur Boualem Sansal notamment, et on n'oublie pas Christophe Glaise, toujours emprisonné, le journaliste français toujours emprisonné en Algérie. Comment vous réagissez, Arnaud Benedetti, par rapport à ce qui se dit, encore une fois, alors il y a des rumeurs au conditionnel, mais se dire tiers de confiance, etc., le geste d'humanité de Tebboune, comment vous réagissez ? Bon, écoutez, je crois que clairement, la diplomatie allemande a joué un rôle décisif dans l'issue heureuse du retour en Europe de Boualem Sansal. Vous savez, le comité de soutien, depuis finalement plusieurs mois, considérait que, compte tenu de la difficulté de la relation entre Paris et Alger, une solution tierce, c'est-à-dire un pays qui joue le rôle de messieurs bons offices, serait vraisemblablement le levier le plus efficace pour faire sortir Boualem Sansal. Et au regard, si vous voulez, de la relation entre Berlin et Alger, qui n'est évidemment pas la même que celle entre Paris et Alger, cette voie-là était l'une des plus potentiellement efficientes, et elle l'a été. Alors il y avait d'autres pays en Europe qui pouvaient jouer ce rôle, je pense notamment à l'Italie, dont on sait que Mme Meloni entretient des relations assez confiantes avec le président Tebboune, mais cette solution a été en tout cas la solution qui permet aujourd'hui à Boualem de retrouver le sol européen, je pense, très prochainement le sol français. Alors vous pensez justement, est-ce que vous pensez que ce sont des rumeurs, parce que on dit, encore une fois, je dis bien le on dit, en guillemets, que certains souhaiteraient, je ne dis pas, évidemment pas vous et pas la France, que Boualem Sansal reste quelque temps en Allemagne, sans être du tout, je dirais, ni emprisonné, ni évidemment otage, mais que ça ne se passe pas très vite. Ça vous paraît plutôt une rumeur ou quand même... Eu égard aux relations entre la France et l'Algérie, est-ce que quelques vexations pourraient quand même exister encore ? Alors d'abord, il faut signaler qu'il a retrouvé le territoire français puisqu'il n'est plus à l'hôpital, il est à la résidence de l'ambassadeur de France en Allemagne depuis dimanche dernier. Donc ça, c'est un premier élément. Maintenant que la situation entre la France et l'Algérie reste en effet particulièrement contrainte par l'arrestation et l'emprisonnement de notre autre compatriote Christophe Glaise, c'est une hypothèse qui peut peser en effet sur le retour en France, en tout cas territorial, si je puis dire, métropolitaine de Boualem. Mais bon, ce que l'on pense quand même, c'est que ce retour se fera assez rapidement. Assez rapidement. Après la question est de savoir en effet va-t-il s'exprimer tout de suite, va-t-il communiquer tout de suite. J'allais dire que sa décision ensuite, c'est sa décision, le fera-t-il, est-ce que des paramètres qui sont les paramètres notamment de Glaise, qui doit, je le rappelle, repasser devant ses juges algériens le 3 décembre, fera qu'il ne parlera peut-être pas tout de suite. Ça, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas non plus totalement exclure. Mais à ce stade, c'est encore très difficile de le dire. Oui, parce que la seule chose... Il reste beaucoup d'incertitudes, mais
a priori, on peut imaginer qu'il va rentrer très vite. Bah écoutez, tant mieux. Non, la seule chose qu'on a entendue publiquement, c'est ce qu'il aurait dit à Kamel Daoud, à l'écrivain algérien Kamel Daoud, effectivement, voilà, sur les quelques mots. Ouais, allez-y. Ouais, il avait vous savez, notre présidente a été l'une des toutes premières Noël Lenoir. Oui. S'entretenir avec lui téléphoniquement jeudi, c'est-à-dire quasiment quelques heures après son arrivée à Berlin. Et en effet, comme à Kamel Daoud, qu'il avait eu quelque temps après, il avait manifesté sa hâte et son impatience de retrouver le sol français, parce que je rappelle quand même que son intention, avant qu'il ne parte faire ce voyage fatidique à Alger, qui d'ailleurs devait durer 3 jours, uniquement, son intention était de s'installer en France très rapidement avec son épouse. Tout à fait. Merci Arnaud Benedetti. Bah écoutez, on attend le retour de Boualem Sansal en France et de Christophe Glaise. On espère aussi, bien sûr, qu'il ne restera pas comme ça. Merci. Xavier Driancourt, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez évidemment suivi tout cela, mais on va aussi prendre de la distance et de la hauteur pour parler de cet énième chapitre, je sais pas, ou séquence des relations franco-algériennes. Et je me rappelle très bien, vous savez, c'est quelque chose, ça a beaucoup frappé quand vous êtes venu nous dire qu'il faut jamais oublier, et vous remontiez à 62, que les gens qui ont dirigé l'Algérie après l'indépendance n'étaient pas ceux qui ont combattu à l'intérieur, mais ceux qui étaient dans les frontières, le FLN des frontières. C'est très important. Bon, mais sans remonter à ça, je voudrais avoir aussi votre analyse un peu sur ce qui s'est passé avec Boualem Sansal. Oui, écoutez, je crois qu'il faut mettre fin au récit qui consiste à dire voilà, l'Algérie a fait un geste d'humanité, etc. Parce qu'il a parlé du geste d'humanité. Oui, mais il n'y a aucune humanité chez les dirigeants algériens. Faut arrêter ce discours. L'Algérie, en réalité, a choisi cette porte de sortie, si je puis dire, qui était la plus honorable pour elle, puisqu'elle ne voulait pas traiter avec la France, on l'a vu depuis 1 an. Ouais. Et l'Algérie, il faut le dire, est dans une situation politique, économique et diplomatique effroyable. Elle est totalement isolée. À ce point. Et donc, elle a eu, grâce à l'Allemagne, une sortie honorable pour lui permettre de se débarrasser du problème Boualem Sansal. Il fallait se débarrasser de ce problème parce que l'Algérie, au plan politique, il faut le rappeler, tout va très très mal en Algérie, l'opposition est muselée. Le jour de la grâce accordée à Boualem Sansal, un poète algérien militant, Mohamed Tadjadit, a été condamné à 5 ans de prison. Au plan économique, les réserves de change et la situation économique sont déplorables, au point qu'il y a eu ces derniers temps, la presse française n'en a pas parlé, mais la presse algérienne en a abondamment parlé, des accidents de bus, d'autocars, de camions, avec des dizaines de morts à chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de pièces détachées. Il est impossible d'importer des pièces détachées en Algérie. Les pneus sont lisses, les moteurs ne fonctionnent pas, et les gens doivent venir à Marseille ou à Paris pour acheter des pièces détachées à importer en Algérie. Et enfin, 3e élément, au plan international, l'Algérie est quand même très isolée. Il y a eu, rien que la semaine dernière, le 30 octobre, le vote de la résolution RN à l'Assemblée nationale, qui montre qu'il y a quand même une sorte de consensus qui se propage sur la question de l'accord franco-algérien sur l'immigration. Revoir cet accord franco-algérien. Le 31 octobre, le lendemain, la veille de la fête nationale algérienne, le 1er novembre, il faut le rappeler, le 31 octobre, le vote à l'ONU, en l'absence de l'Algérie, qui est pourtant membre du Conseil de sécurité, l'Algérie est sortie de la salle. En l'absence de l'Algérie et avec le soutien ou l'abstention de la Chine et de la Russie, les 2 grands alliés de l'Algérie, il y a eu le vote du plan marocain
au Sahara occidental. Donc, et ce qui se passe c'est très important. Et ce qui se passe au Mali est également très important, où les djihadistes ont pris le pouvoir dans le nord du Mali. Le nord du Mali, c'est le sud de l'Algérie. Oui. Donc, l'Algérie, en fait, elle est à poil, si je puis dire. Et donc, l'Allemagne, dans ce contexte, lui dit... Écoute, mon vieux, il faudrait peut-être faire quelque chose si tu veux qu'on t'aide un peu au plan diplomatique. L'Allemagne n'a d'ailleurs pas reconnu le Sahara marocain, contrairement à la France, à l'Espagne et à la Grande-Bretagne. Donc l'Allemagne était l'allié, encore une fois, la sortie honorable. Mais à votre avis, ça a été... c'était... parce que effectivement, la politique qui consiste à essayer d'humilier la France tant qu'on peut, on le voit. Hein. Oui. Et donc, l'Allemagne, ça a été décisif. Dans la... Oui, parce que les relations entre l'Algérie et l'Allemagne sont bonnes, au plan économique notamment, mais aussi au plan politique. Et puis l'Allemagne n'a pas de passé colonial en Algérie. C'est vrai. Mais alors, examinant le cours, ce que vous venez de dire quand même est totalement hallucinant. Mais on pensait que l'Algérie, enfin, avec ses minerais, avec tout ce qu'elle a, c'est devrait être une nation riche, la plus riche d'Afrique, ou presque. Et vous dites, pas d'importation de pneus, pas de ceci, pas de cela, des accidents de bus qui font des dizaines de morts. Mais c'est quoi ça? Mais l'Algérie, c'est le Venezuela. Ah oui, carrément. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire un pays riche, avec un peuple pauvre qui cherche à partir. Le Venezuela, les Vénézuéliens quittent le pays parce qu'il y a un régime de fer qui a ruiné le pays. Et l'Algérie, c'est à peu près la même chose aujourd'hui. Un pays riche, vous l'avez dit, avec du pétrole, du gaz, mais qui n'exporte que cela. Et donc, les entreprises françaises cherchent à partir, d'autres entreprises européennes également. Et voilà, ce régime a ruiné le pays. Il y a la rente pétrolière, la rente mémorielle, et c'est tout ce que l'Algérie a. Alors, expliquez-moi pourquoi, dans ce cas, et compte tenu de tout ce qui s'est passé, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, annonce qu'il va partir en Algérie là dans les prochains jours pour parler à M. Tebboune, que donc Emmanuel Macron a remercié le geste d'humanité de M. Tebboune. D'ailleurs, c'est étonnant parce que l'expression gracier, on a gracié Boualem Sansal. Oui. Il avait fait un péché, il avait fait un crime, il avait fait un gracier. Non, il n'a commis aucun crime, mais il a été condamné pour un pseudo ou un soi-disant crime de liberté d'opinion et de liberté d'expression, d'atteinte à la souveraineté nationale, de coopération avec une puissance étrangère, moi en l'espèce, et la France en général. Vous avez été le dernier à dîner avec lui. Oui, et puis en plus, au cours du procès, ils ont pris le téléphone de Boualem Sansal et lu les SMS avec moi. Ah oui, d'accord. Et c'était une puissance... Pendant le procès. Pendant le procès. Moi, j'ai gardé les SMS, je pourrais vous les lire. Lisez-le. Il faut que je le retrouve tout de suite. Non, bien sûr. Donc, il a été condamné pour atteinte à la souveraineté nationale, atteinte à l'honneur de l'armée, parce que dans un SMS, Boualem Sansal se moquait du général Chengria, le chef d'état-major. D'accord. Et alors, justement, au-delà de Boualem Sansal, Laurent Nunez, Laurent Nunez part à Alger. Mais, je crois qu'il n'y a aucune date fixée. On va attendre, à mon avis, le retour de Sansal à Paris, en France, de Boualem Sansal et de Christophe Glaise. Oui, alors où ça en est? Vous avez des nouvelles sur Christophe Glaise? Comme le disait Arnaud Benedetti, il y a le procès en appel le 3 décembre. Ouais, exact. Donc, attendons ce qui va se passer le 3 décembre. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on souhaite que Boualem Sansal ne vienne pas parler à votre micro, par exemple, parce qu'il critiquerait sans doute l'Algérie et l'islamisme qui progresse en Algérie comme en France. Et donc, on attend le procès le 3 décembre. Et en fait, on va avoir sur la table beaucoup de dossiers extrêmement compliqués, puisque depuis 1 an, il ne se passe plus rien avec l'Algérie. Mais justement, alors, qu'est-ce qui peut... Alors, bon, à supposer, et on peut espérer que Christophe Glaise puisse effectivement sortir après ce procès en appel, afin que ça se passe, que Boualem Sansal revienne en France le plus tôt possible. Mais au fond, sur le fond, qu'est-ce qui peut changer, au-delà de ça, entre la France et l'Algérie, compte tenu de ce qui se passe?
Qu'est-ce qui peut changer ou pas? Non, rien ne va changer, je pense, avant 2027. Regardez rien que ce qui s'est passé au cours des 2 quinquennats du président de la République. On a eu une relation en dents de scie, moi je dis de type CAC 40, avec des périodes d'enthousiasme, d'euphorie, comme à la bourse, et puis des périodes baissières ou des périodes de crise, exactement comme à la bourse. Donc là, l'objectif, c'est de stabiliser un petit peu la relation avec l'Algérie. Mais je pense qu'il ne se passera rien de décisif sur le fond avant 2027. Avant les prochaines élections présidentielles. Oui, parce que les Algériens connaissent bien notre politique intérieure. Ils savent que le président de la République n'en a plus que pour 1 an. Ils savent que, sans faire des calculs électoraux, ils lisent les sondages. Ils se disent c'est peut-être pas la peine d'accorder beaucoup de choses à ce pouvoir en fin de, qui ne va pas durer, mandat. C'est ça, Donc en réalité, du côté français, nous sommes devant une alternative. La première branche de l'alternative, c'est d'essayer de, je disais, stabiliser la relation, de reprendre les OQTF, de traiter la question de la coopération sécuritaire, etc. Mais la deuxième branche serait de dire à un moment ou à un autre à l'Algérie, écoutez les gars, le partenariat d'exception, comme on dit, pour qualifier la France et la relation franco-algérienne, ça ne fonctionne pas. On l'a fait fonctionner pendant 62 ans, soi-disant, mais nous constatons qu'à Alger, vous ne voulez pas de cette relation particulière avec la France, parce que vous avez fait le choix de l'Allemagne et de l'Italie sur le plan politique, de la Russie au plan militaire, de la Chine sur le plan économique. Donc la France, là-dedans, ça ne compte pas pour vous. Donc il faut remettre à plat l'ensemble des dossiers, immigration, sécuritaire, politique, économique, et banaliser en quelque sorte notre relation qu'il n'y ait pas de l'exception. En fait, qu'il n'y ait pas l'exception algérienne. Voilà, je pense qu'on va y arriver. J'étais contre cette solution parce que pendant mes 2 mandats d'ambassadeur en Algérie, je voyais bien quand même que la relation franco-algérienne, et notamment de peuple à peuple, je mets à part les gouvernements... Surtout le nombre d'Algériens qui sont en France, de peuple à peuple est une relation très particulière. J'ai beaucoup d'amis algériens ou franco-algériens qui sont en France. J'allais dire, on partage avec eux beaucoup de mêmes valeurs, je dirais. Mais avec ce gouvernement algérien, on ne partage plus grand-chose parce qu'il fait d'autres choix. Donc, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il faut peut-être tourner la page. Donc il faudrait une autre équipe politique, sinon être un autre homme politique ou femme politique, on verra, pour avoir en plus le courage de tourner la page, parce qu'il faut du courage pour Exactement, c'est pas simple, mais je pense qu'il faut dire à un moment, remettons l'ensemble des dossiers sur la table, et puis repartons, non pas de zéro, parce qu'on n'efface pas l'histoire, mais repartons sur des bases saines. Mais est-ce que c'est possible s'il n'y a pas de changement à Alger? Parce que vous dites le changement en France 2027. Oui, mais l'Algérie est aussi dans une situation difficile. Encore une fois, je soulignais tout à l'heure l'isolement et les difficultés de l'Algérie. Elle est face à un choix également. Soit elle décline et la situation se dégrade de jour en jour et dans le fond, elle va dans le mur. Soit il y a un moment ou un autre, à l'intérieur du système algérien, il y a des gens qui vont sans doute se poser la question d'un changement non pas de régime, mais d'un changement de pouvoir. Aucun président algérien n'a jamais terminé son mandat depuis 1962. Hein. Aucun. Ben Bella a été écarté, Boumedienne est mort à Moscou, Chadli a été écarté, Zeroual a été écarté, et Bouteflika a été écarté, alors certes après 4 il n'était pas mandats. Dans un état, enfin voilà. Mais aucun. Donc il y a peut-être un moment où les choses peuvent bouger du côté algérien. Mais ce qui est extraordinaire quand même dans ce que vous dites, parce que sinon ça va empirer la situation à la vénézuélienne. Oui, c'est ça. Et avec les conséquences sur la France. Et avec des conséquences sur la France, puisque nous ne voulons pas faire de choix non plus, le choix de remettre les choses à plat. Non, mais il y a 2 choses absolument passionnantes dans ce que vous dites. Il y a plusieurs choses, mais notamment Xavier Driancourt,
cette espèce de, effectivement, ils sont presque à poil, comme vous disiez. Oui. Je veux dire. Et avec, encore une fois, avec, comme la vénézuélisation, c'est-à-dire un pays riche qui en est réduit. Un pays riche, un peuple pauvre. Voilà, qui en est réduit à faire la quête. Et puis l'autre chose très intéressante en géopolitique, parce qu'on peut se poser la question, est-ce que vous avez quand même... Qu'est-ce qui fait que la Russie et la Chine se sont abstenus au vote de l'ONU ? Est-ce que le Maroc est plus important ? Parce que normalement, il devrait se dire, bon, mais on va rester quand même plus avec l'Algérie, etc. Or, vous dites que la Russie et la Chine, deux appuis de l'Algérie, se sont abstenus. Pourquoi ? Mais c'est pas la première fois, et je pense que c'est un peu le terme d'une évolution, parce que l'Algérie avait candidaté pour être membre des BRICS l'année dernière, et on a choisi plutôt l'Égypte et l'Éthiopie. Oui, c'est intéressant d'ailleurs. Parce que préférer l'Éthiopie à l'Algérie est quand même intéressant. Voilà. Et la Russie et la Chine sont 2 des 5 membres des BRICS. Donc là, je vois que la Russie et la Chine, par réalisme peut-être, ou pragmatisme, ou alors la volonté de ne pas se mettre à dos l'Amérique de Trump, qui elle soutient le Maroc et risque de dire un jour que le Front Polisario est un mouvement terroriste, ce qui gênerait l'Algérie, par ailleurs, avec des conséquences au plan des visas, au plan des fonds algériens ou autres. Donc la Chine et la Russie ont fait preuve de réalisme en s'abstenant. Et d'ailleurs, l'ambassadeur d'Algérie à l'ONU, ancien ambassadeur à Paris, entre parenthèses, qui connaît bien la lecture française des choses, n'était pas présent lors du vote. Très intéressant. Mais c'est un camouflet pour l'Algérie, cette histoire. C'est un camouflet, mais ils ont transformé ces 2 camouflets, ces 2 défaites, la libération, la grâce de Boualem Sansal et sa sortie d'Algérie, et le vote à l'ONU, plus le vote à l'Assemblée nationale, en victoire. Oui, c'est vrai. Alors, ils n'ont pas de raison de changer. Oui, c'est vrai. On ne change pas une équipe qui gagne. On reconnaît leur humanité. Oui, on reconnaît leur humanité. Monsieur Nunez va aller à Alger. Absolument. Monsieur Barrot va peut-être faire la même chose. Ah, sûrement. Le président de la République et le président Tebboune se voient la semaine prochaine au G20, je crois, en Afrique du Sud. Pardon. Et d'ailleurs, on est reparti comme avant, comme en 40. On pourrait demander au président Macron de renouveler sa phrase sur la colonisation d'Algérie étant un crime contre l'humanité. Ça fera plaisir. On va faire Vous allez voir que d'ici 2027 et dans les semaines à venir, on ne tirera sans doute aucune leçon de ce qui s'est passé sur l'année écoulée, et on va continuer à faire des gestes pour essayer d'amadouer l'Algérie. Donc, pas question de revenir, même malgré le vote à l'Assemblée nationale, qui n'était pas du tout exécutoire. On ne revient pas sur les statuts particuliers. Il ne se passera rien avant 2027. Ouais, c'est très intéressant. Écoutez, ce qui est on bien va continuer qu'à un cas comme cela. C'est-à-dire, vous savez, c'est la phrase de Nietzsche, on ne sait pas où on va, mais on y va. On y va. Clairement et fermement. Et fermement. Merci beaucoup, Xavier Driancourt, une fois pour toutes, ancien ambassadeur de France à Algérie. Relisez ses livres et c'est absolument passionnant. Voilà, vous nous avez éclairci aussi là-dessus. À bientôt. Voilà, à bientôt. Si on peut faire, j'avais une question à vous poser du chat avant, si vous pouvez. Oui. Dis-le dans oui, je voulais ces le cas-là. dire, j'étais en train de la reprendre directement. Vas-y, une question de nos auditeurs, on fait le chat, c'est très important parce que les gens nous écoutent. Et qu'ils ont des fois des questions. Il y en avait quelqu'un qui voulait poser la question, c'est y a-t-il de la corruption parmi les dirigeants algériens Et comment ça se passe Poser la question, c'est y répondre. Et de plus en plus forte. Alors, justement, est-ce qu'on peut en parler juste ? On ne va pas refaire l'émission sur la corruption. Hein. Et dites-moi, juste la corruption, elle est toujours aussi forte qu'avant. Mais encore une fois, prenez la comparaison avec le Venezuela, pays extrêmement riche qui ont les réserves du monde en pétrole les plus importantes pour ce qui est du Venezuela, et un pays complètement pauvre, une population affamée qui quitte le Venezuela. L'Algérie, elle va dans cette direction, manifestement.
Ouais, c'est ça. Et vous savez, c'était je ne sais quel président, on disait nous étions au bord du gouffre, depuis on a fait un grand pas en avant. Voilà. C'est la situation que vous décrivez. C'est ça. Oui. C'est ça. Merci beaucoup Bernard, merci beaucoup Xavier Driancourt. Et justement j'ai dit Bernard parce que nous allons avoir maintenant Bernard Lugan. Bernard Lugan, historien, africaniste, un des grands connaisseurs de l'Afrique, du continent africain. Bonjour Bernard Lugan. Est-ce que vous êtes là, mon cher Bernard? À bientôt. Ah, je n'entends pas Bernard Lugan. Il n'est pas là. Il est là? Oui, oui, appelle-le, mais il aurait fallu l'appeler. Oui. En attendant, on a cette petite annonce de Anne Hidalgo de ce matin par rapport à Monsieur Glaise qui dit à Valsimicé, là, le petit capture, c'est pour ça. Oui, la petite capture d'écran qu'on t'a posée. Christophe Glaise détenu en Algérie, je rappelle, je vais écrire au président Tebboune pour solliciter sa libération, dit Anne Hidalgo. Christophe n'a rien à faire en prison, il doit revenir. Elle a tout à fait raison et nous appuyons Anne Hidalgo. Voilà, Christophe Glaise détenu en Algérie. Je vais écrire au président Tebboune. Écoutez, on espère que ça se passe. Merci. Et non. On n'a pas Monsieur Lugan, du coup, finalement. Écoutez, merci d'avoir été présent encore aujourd'hui. Vous voyez les aléas du direct. Par moment, le téléphone ne fonctionne pas. Par contre, vous avez encore quasiment 2000 aujourd'hui. Donc, pour suivre ce débat France et Algérie et toutes les actualités, les coups de gueule. Nous nous retrouvons demain à midi encore pour des nouveaux coups de gueule et des nouvelles actualités dans Berkov sur le vif. Et demain matin, la matinale avec Clémence Oudiakouva dès 7h30. Bonne journée à tous. Merci.